Je laisse la parole à celui qu'on attend tous depuis longtemps, Philippe Guillemot. Merci Germain. Merci à vous tous. Je suis très touché par ce rassemblement improvisé quasiment, hein, puisque c'est pas de longue date que c'était prévu. Je remercie Germain, mais je remercie Benoît, mon illustrateur, qui est le responsable du fait que je suis venu à Angers, puisque j'ai un peu du mal à faire les 900 km pour sortir de ma Haute-Provence et venir me cailler dans, dans le coin. Donc vous pouvez remercier Benoît pour ça. Alors donc ce soir je vais vous parler du superbe spectacle de l'espace-temps. Alors il y en a certains pas mal parmi vous qui doivent comprendre d'où vient ce titre. Je vais vous l'expliquer ou le réexpliquer. Ça provient d'une anagramme en fait, qui est que donc d'un point de vue du point de vue de l'ordre des lettres. Enfin, les anagrammes, vous savez ce que c'est. La courbure de l'espace-temps a exactement les mêmes lettres que le superbe spectacle de l'amour. Voilà. Superbe, alors je répète, c'est plus exactement superbe spectacle de l'amour qui est une anagramme exacte de la courbure de l'espace-temps. C'est tiré du livre de, alors comme je me souviens jamais de son nom, d'Étienne Klein et Jacques Perry-Salco de 2011, anagramme renversante ou le sens caché du monde. Le sens caché du monde, bien entendu, il n'y a absolument rien de scientifique dans le hasard qui, a priori, crée une correspondance entre deux expressions. Quoique, et je ne suis pas le premier à m'être étonné des anagrammes renversantes, bien sûr. J'ai parlé dans une précédente conférence de l'anagramme. Le boson scalaire de Higgs correspond à l'horloge des anges ici-bas. Et j'avais été impressionné par cet anagramme parce que j'ai trouvé le sens caché du boson scalaire de Higgs. Et effectivement, le boson scalaire de Higgs, de quoi il s'agit? Bon, je vous la fais courte. C'est l'une quand même des deux plus grandes découvertes du XXIe siècle, qui nous apprend que le vide a une action sur la réalité à travers la masse. Et je vais essayer de ne pas vous perdre. On va dire que, et ce qui est amusant, c'est que la meilleure façon pour le vide d'agir sur la réalité, a priori, ce n'est pas possible d'après les équations de la physique, hein, qui ne sont pas abouties, bien sûr. Mais la meilleure façon qu'aurait le vide d'agir sur la réalité, c'est de modifier nos lignes temporelles. Je vais vous en parler. Je vais vous expliquer tout ça. Et ça ne peut se faire qu'en introduisant un temps supplémentaire, et il est surprenant qu'il y ait cet anagramme qui met en correspondance le boson scalaire de Higgs avec l'horloge des anges ici-bas, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un sens caché dans ce premier anagramme que j'ai développé dans une précédente conférence qui est absolument renversant, surprenant, au point qu'on va se demander si quand même il n'y a pas quelque chose de scientifique là-dedans, parce que quand même un tel hasard, l'horloge des anges ici-bas, c'est exactement ce qu'un grand scientifique, Alain Cohn, appelle le tic-tac de l'horloge divine. C'est exactement le temps supplémentaire dont la physique aurait besoin pour décrire des choses qu'elle ne peut pas décrire aujourd'hui, qui sont de l'ordre de la connexion, qui sont d'ordre spirituel. Bon. Passons sur ce premier anagramme. Ce soir, on va parler du second.
Et là, on se dit, oui, mais là, c'est pas possible que la courbure de l'espace-temps soit reliée au superbe spectacle de l'amour. Déjà, on bloque, on bloque en première instance. Moi, il a fallu que ce soit durant mon sommeil, je sois réveillé par une évidence qui m'a dit que, mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est vrai, la courbure de l'espace-temps est parfaitement reliée au superbe spectacle de l'amour. Mais je ne pouvais pas titrer une conférence avec le mot amour, ça aurait fait fuir pas mal de scientifiques. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, bien sûr, mais les esprits rationnels n'aiment pas qu'on parle d'amour, parce qu'ils pensent que c'est de la biochimie du cerveau. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai évité. Et donc, j'ai proposé ce titre-là. Et donc, dans cette conférence, je vais essayer de vous expliquer ça. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi la courbure de l'espace-temps est bel et bien, nous offre bel et bien en plus un superbe spectacle, et que c'est bel et bien l'amour ou la joie qui est en jeu dans cette affaire. C'est une façon, ça me donne une façon d'aborder ce dont je parle d'habitude avec un nouvel angle qui offre encore une nouvelle façon de comprendre. Et on en a tellement besoin parce qu'effectivement, on est sur des concepts tellement nouveaux qu'on a vraiment besoin de les regarder sous tous les angles pour arriver à les assimiler. Et là, donc pour arriver à vous faire comprendre ça, sans vous perdre, je vais vous proposer une sorte de devinette. Quelque chose qui est facile à comprendre quand même, franchement. Et là, c'est quelque chose qui est facile à comprendre et qui va être la base, le fondement de toute la suite. Et déjà, si vous arrivez à comprendre ça, vous commencez à voir le rapport qu'il y a entre l'amour et la courbure de l'espace-temps. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je vous propose de décrire le réel, puisqu'il est question de cela, hein, il est question de qu'est-ce que le réel, de trois façons différentes. Quelles sont les trois choses principales qui constituent le réel? La devinette ne porte pas là-dessus. La première chose qui constitue le réel, c'est les objets du réel, la matière. D'accord? On peut considérer que tout le réel est fait d'objets qui apparemment sont constitués de matière. On peut dire que le réel est fait de matière, il est fait d'objets qui sont apparemment de la matière. La deuxième chose qui constitue le réel, c'est de dire que eh bien, ce réel, il est constitué d'un espace à l'intérieur duquel se trouvent tous ces objets. D'accord? Donc il y a les objets et il y a l'espace à l'intérieur duquel se trouvent tous ces objets. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi tenir compte de la conscience de l'espace qui contient tous ces objets. D'accord? Parce que sans observateur, il n'y a rien. Ceci d'autant plus que la physique quantique nous apprend depuis longtemps que l'observateur contribue d'une certaine manière à figer le réel. Donc on peut pas l'oublier à double titre. Donc nous avons la conscience des objets et de l'espace, nous avons les objets, nous avons l'espace. Et la devinette que je vous propose, c'est de... Enfin, c'est pas vraiment une devinette, c'est dites-moi si vraiment ces trois choses sont utiles. Est-ce qu'il n'y a pas un truc en trop là-dedans? Facile à deviner, le truc qui est en trop. Il n'y a pas un truc en trop? Je demande ça à un petit jeune là, qui ne croit pas qu'il y a un truc en trop. C'est intéressant que tu ne crois pas qu'il y ait un truc en trop. Eh bien, en fait, il y a un truc en trop.
C'est l'espace. Parce que la conscience des objets suffit à créer l'espace et il n'y a pas besoin de rajouter un espace. Ça fait double emploi. D'accord ? La conscience de l'espace crée l'espace. On n'a pas besoin de rajouter un espace. Alors, c'est une tendance fascinante, puissante en physique à l'heure actuelle que d'éliminer l'espace. Hein. Donc si je vous en parle, ce n'est pas une lubie, c'est parce que les physiciens détruisent l'espace. Donc je vais commencer par ça. Je vais commencer par argumenter sur cette question-là. D'habitude, je ne commence pas par ça, mais là, je vais commencer par argumenter sur ça. Déjà, pour crédibiliser l'affaire, je dirais que les physiciens, depuis longtemps, ont, on va dire, peut-être pas détruit le temps, mais en tout cas, ils ont rendu le temps tout à fait relatif et ils considèrent que le temps, ce qu'on appelle le temps ordinaire, c'est quelque chose d'émergent. Ce n'est pas fondamental. C'est quelque chose qui est issu de la thermodynamique. Ça va, ça? Ah, ça va mieux. Eh bien, l'espace et le temps étant mêlés, en fait, l'espace, lui aussi, il est issu de la thermodynamique. C'est-à-dire qu'il existe un phénomène en physique qu'on appelle le phénomène de décohérence, qui fait que une réalité quantique, alors si vous ne connaissez pas le quantique, dites-vous multiple, c'est-à-dire une multiplicité de potentiels, une multiplicité de possibilités de manifestation se transforme en une seule manifestation qu'on appelle le réel lorsqu'on l'observe. Ça, vous le connaissez, hein, on en entend parler depuis un siècle. Tout le monde se dispute à ce sujet. Il y a les physiciens qui disent « oui, mais la conscience n'intervient pas dans ce processus ». Mais ils sont un petit peu obligés quand même d'accepter que l'observation intervient dans ce processus. Et à ce moment-là, quelle est la différence entre l'observateur et la conscience? C'est pas si clair. Toujours est-il que on a un processus à travers la décohérence qui crée la réalité, qui crée le temps et qui finalement assemble la sélection qui a été faite par l'observateur en quelque chose qui constitue un espace à l'intérieur duquel il y a des objets. C'est-à-dire que l'espace et le temps sont émergents. Et cette émergence de l'espace et du temps, c'est quelque chose qui est soutenu par l'un des plus grands scientifiques reconnus à l'heure actuelle, qui s'appelle Carlo Rovelli, qui travaille dans un laboratoire à Marseille, qui est italien, anglophone. Il en parle dans son dernier livre, L'ordre du temps, mais c'est quelque chose qui mûrit depuis très longtemps et beaucoup de physiciens ont compris cette notion d'émergence de l'espace et du temps. On peut dire que c'est de la physique mainstream, c'est-à-dire que les physiciens respectent aujourd'hui, les plus brillants esprits, respectent l'idée que l'espace et le temps sont émergents, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas en tant que tels, c'est-à-dire qu'ils sont juste le résultat d'une construction. D'accord ? Et pour vous aider à admettre ça, je vais vous expliquer ce en quoi les physiciens détruisent la notion d'espace. D'abord, l'espace, ils le pixelisent, au sens, bon, c'est une mauvaise vulgarisation que je fais là, mais au sens où ils disent qu'il existe une plus petite distance en dessous de laquelle la distance n'a pas de sens. Cette distance, c'est ce qu'on appelle la longueur de Planck, 0,0003501 mètres environ. Ils le pixelisent, ils le courbent, l'espace est courbé par la matière, alors que normalement ça devrait être une ligne droite, et l'espace censé contenir cet espace courbé n'existe pas plus, hein, donc il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Et les physiciens trouent aussi l'espace à travers les trous noirs dont on a démontré l'existence. Les trous noirs, ce n'est pas des endroits où la matière vient se scratcher tellement elle est comprimée, ce sont des endroits où il ne se passe rien du tout de spécial pour celui qui pénètre dans un trou noir, c'est juste l'espace qui est comprimé.
Mais lui, il n'a pas de problème. On peut même douter du phénomène de spaghettisation dont on parle, parce que, soi-disant, la gravité qui est, alors mettons qu'il tombe dans un trou noir par les pieds, la gravité étant beaucoup plus importante au niveau de ses pieds qu'au niveau de sa tête, il est spaghettisé. D'accord ? C'est à peu près, il est transformé en spaghetti. Ça, c'est ce que dit la science, on va dire. C'est d'une acception très courante. C'est-à-dire, on admet qu'il ne se passe rien de particulier dans un trou noir. Il n'y a pas de compression, mais il y a juste ce phénomène de spaghettification. Et en fait, personnellement, je doute même de ce phénomène-là, étant donné que lorsqu'on fait ces calculs-là, on ne tient pas compte de la mécanique quantique, on ne tient pas compte du phénomène de décohérence qui crée l'espace. Et si on en tenait compte, on se rendrait compte que la décohérence serait très difficile, et donc la thermodynamique qui crée cette spaghettification serait mise en défaut, et par conséquent, il est tout à fait possible que quand on pénètre un trou noir, il ne nous arrive absolument rien de mal, rien de particulier, et on se retrouve à l'intérieur, d'on ne sait où, dans un autre univers, on ne sait pas où. Voilà. Et c'est l'espace qui fait ça, donc c'est quand même assez bizarre pour un espace. Et en plus, l'espace, il est non local. Il est reconnu aujourd'hui comme étant non local parce que vous avez le phénomène d'intrication qui fait que deux points de l'espace arbitrairement éloignés, ça peut être des distances absolument considérables, peuvent être corrélés comme s'il y avait un signal qui leur permettait de communiquer alors que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Un observateur regarde ce qui se passe en un point. Ce point, l'événement de ce point ou la particule de ce qu'il y a en ce point est intriqué avec un événement ou une autre particule au confond de l'univers ou je ne sais où. Eh bien, le fait d'observer ici, localement, a une action aux confins de l'univers de l'autre côté, d'accord? Comme si ces deux événements, ces deux points, étaient au même endroit, d'accord? Donc l'espace a perdu sa propriété principale, qui est la localisation. Il a perdu ses propriétés principales. Il a perdu son repère cartésien, normalement, qui devrait être fait de ligne droite. Il a perdu le fait qu'un normalement, dans un espace, on devrait pouvoir zoomer à l'infini et qu'il y a toujours de l'espace. Et il perd même sa nature de n'être rien, juste un contenant, du fait qu'il est en vibration. Ce qui est la deuxième découverte expérimentale, hein, c'est juste une confirmation de quelque chose qu'Einstein avait trouvé il y a un siècle, c'est la découverte des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, c'est quoi? C'est un espace en vibration. C'est la courbure de l'espace-temps qui vibre. C'est-à-dire, c'est une courbure, c'est pas juste une courbure qui est créée par la matière. C'est une courbure qui vient du fait qu'on descend tellement bas, on zoome tellement sur l'espace qu'on finit par trouver que l'espace, finalement, il est fluctuant. C'est-à-dire il n'est pas bien défini. L'espace n'est pas défini. En fait, c'est difficile à comprendre parce que c'est juste pas possible, ce truc-là. C'est juste parce que l'espace n'existe pas que c'est difficile à comprendre. Donc vous pouvez vous torturer les méninges à essayer de visualiser un espace en vibration, c'est-à-dire du rien en vibration. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, je suis bête. Mais non, vous n'êtes pas bête, c'est juste que l'espace n'existe pas, que c'est une vue de l'esprit. D'accord? Est-ce que je vous ai assez convaincu? Mais je n'ai pas fini. Je vais vous expliquer ce que c'est que cet espace-là, qui est une illusion de l'espace. C'est juste que les objets qui sont dans l'espace, qui n'est pas de l'espace, et donc les objets qui sont dans la conscience de celui qui les observe, ne sont pas définis dans leur position relative, dans leurs angles relatifs, de manière infiniment précise. Parce que l'espace n'existant pas, il n'est pas là pour imposer la nécessité qu'il y ait une infinie précision dans les positions relatives.
On est dans la conscience des objets de l'espace, et la conscience, elle ne peut pas avoir conscience d'une quantité infinie d'informations. La conscience des objets de l'espace, elle se positionne à un certain endroit et elle ne va pas pouvoir définir complètement. Alors elle va essayer de zoomer et puis au bout d'un certain temps, elle va se rendre compte que bah non, il n'y a pas plus de... L'espace n'existant pas, il n'y a pas de raison de définir, de donner une précision infinie aux paramètres relatifs, aux distances et aux angles qui définissent la position relative des objets. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la raison d'être de l'espace qui fluctue lorsqu'on essaye de zoomer dans l'infiniment petit, c'est simplement que il n'y a pas de définition suffisante permettant de zoomer à l'infini sur les objets. D'accord ? Les objets ont une quantité d'informations qui est finie. La distance entre les objets a une quantité d'informations qui est finie, l'angle aussi, etc. Ça vient de là, c'est-à-dire que la quantité d'informations dans l'univers, l'information qui définit la position des objets les uns par rapport aux autres, elle est finie. Et ceci est un résultat fondamental de la physique. Le fait que cette quantité d'informations soit finie, ça se retrouve dans trois grands principes que la physique a découverts et dont un est absolument fondamental, c'est ce qu'on appelle le principe d'indétermination d'Heisenberg, qui interdit de connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule. Si on connaît bien la position, ben on ne connaît pas bien la vitesse et inversement. Pareil pour l'énergie et je ne sais plus quoi. Pareil pour... C'est-à-dire les grandeurs physiques sont souvent couplées, fonctionnent en couple. Et il existe une quantité d'informations maximale que peut contenir une grandeur physique. Et c'est juste parce que on a l'impression que notre réalité, finalement, elle est discrète. C'est-à-dire que la quantité d'informations que contient notre réalité est finie. Donc on a l'impression que c'est un peu comme si on vivait dans une simulation. Ce n'est pas le cas, hein, je vous rassure. C'est juste que la quantité d'informations dans l'univers est terminée et finie, que l'espace n'existant pas, il n'y a pas besoin d'aller dans l'infiniment petit. Et donc voilà ce premier principe. Et il y a un autre principe qui limite la quantité d'informations, c'est le principe holographique. Le principe holographique, cette fois-ci, c'est un principe qui apparaît lorsqu'on étudie la cosmologie, c'est-à-dire le Heisenberg, c'est lorsqu'on étudie l'infiniment petit. Et lorsqu'on étudie l'infiniment grand, on retrouve ce principe de quantité d'informations limitée dans l'univers qui vient du fait que les équations les plus séduisantes qui ont amené aux publications qui ont été les plus citées de tout le XXIe siècle, celles de Malga-Kenar entre autres et bien d'autres depuis, sont des équations qui semblent nous montrer que l'univers pourrait bien être de nature holographique, c'est-à-dire qu'un modèle qui décrit la réalité sur une surface horizon de notre univers, comme un trou noir, peut être équivalent à un modèle qui décrit la réalité au-delà de cet horizon en volume, avec en prime l'explication de la gravité, etc., et bien d'autres choses. Et à notre échelle, il existe un autre principe moins connu qui est très expérimental, le principe de Landor, celui qui impose que l'information soit liée à l'énergie, si on peut dire, et que donc, par exemple, quand on utilise beaucoup d'informations dans un ordinateur, ça consomme de l'énergie, l'information consomme de l'énergie, et ça correspond à un principe. Et donc, à partir du moment où l'information consomme de l'énergie, vous comprenez bien que l'univers doit contenir une quantité d'informations limitée, parce que l'énergie ne peut pas être infinie. Ça, on le sent bien. Voilà, ça, j'ai fait cette grosse introduction parce que ça nécessite... Parce que... Alors, pourquoi? Un petit trou, là. Donc, après avoir éliminé l'espace
et expliquer que c'était parce qu'on vivait dans... Ah oui, voilà. C'était parce qu'on vivait dans un univers qui a une quantité d'informations finie. Ce que je suis en train de dépeindre là, ça ressemble à une simulation. D'accord? Ça ressemble à Matrix. C'est-à-dire, la physique a l'air de nous dire, et il y a des scientifiques qui l'affirment, hein, très sérieux qui l'affirment, a l'air de nous dire que nous vivons dans une simulation. Hein, c'est-à-dire, vous imaginez le film Matrix, ou alors vous imaginez simplement la réalité augmentée. Aujourd'hui, on est capable de créer des systèmes, on vous branche du visuel, on vous branche de l'auditif, on peut même vous faire ressentir des sensations tactiles, et donc on peut vous plonger, alors que vous êtes allongé sur votre lit par exemple, on peut vous plonger dans un univers où vous avez, alors parce que la technologie n'est pas encore super au point, que vous avez presque l'impression d'être dans une vraie réalité, mais dans pas longtemps, hein, par exemple, si vous avez vu Total Recall ou d'autres trucs comme ça, des films qui le montrent bien, dans pas longtemps, et le métavers a même cette prétention-là, dans pas longtemps, on va pouvoir réaliser des technologies qui vont vous plonger dans des univers artificiels, dans des réalités artificielles. Donc, si vous voulez, c'est la technologie qui nous dit aujourd'hui que le réel n'a pas besoin d'être réel pour paraître réel. Donc, vous comprenez mieux maintenant cette histoire d'espace dont on n'a pas besoin. Ça va ? Mais non, mais c'est pas le moment de poser des questions. C'est quelque chose qui nous avait été annoncé par des philosophes comme Platon, hein, l'allégorie de la caverne de Platon. Et c'est quelque chose qui avait été compris par les bouddhistes, la fameuse Maya des bouddhistes. Donc, si vous voulez, on retombe sur des connaissances ancestrales. Hein. Et franchement, je ne sais pas si c'est la peine d'aligner plus d'arguments pour vous convaincre de cette idée-là. C'est-à-dire, nous vivons, en tout cas, peut-être pas dans une simulation, mais dans une réalité qui est discrète, qui s'offre à nous d'une manière discrète, c'est-à-dire que tout a une quantité d'informations finie, et puis si on va au-delà, si on cherche à plus de précision, on se heurte à des paradoxes. Vous allez maintenant comprendre pourquoi c'est très important, mais je voulais être sûr que ce concept puisse être acquis, accepté relativement facilement pour la suite. D'accord ? Parce que du coup, il faut reconsidérer tous les calculs. Du coup, on a un problème avec les équations parce que les équations de la physique supposent qu'on vit dans un monde continu qui, a priori, a une quantité d'informations illimitée. Je ne signifie pas par là que le continu n'existe pas. On va le voir. Vous allez voir que le continu existe. Justement, il est lié aux choses les plus importantes. Mais en tout cas, les équations, elles fonctionnent sur de la matière, donc sur de l'information, et donc de l'information finie. Et donc tous les calculs deviennent du coup des approximations. Moi, j'ai fait j'ai travaillé pendant des années et des années, 5, 6, 7 ans, en faisant des calculs de billard. Des calculs de billard avec 10 boules, 100 boules, 1000 boules, pour arriver à étudier ce qui se passe quand on augmente la précision jusqu'à l'infini, quand on zoome en précision jusqu'à la longueur de Planck, pour voir qu'est-ce qui se passe dans un billard. Et ce que j'ai découvert a dépassé mes suspicions. C'est-à-dire que à partir du moment où, dans les conditions initiales des boules, on ne peut pas mettre une quantité d'informations infinie, eh bien, il arrive un moment, il y a une catastrophe, une première catastrophe, parce qu'il y en a plein d'autres, parce que vous arrivez à une indétermination, à un moment donné, sur une boule dont vous ne savez pas si elle a frôlé une autre boule ou si elle est rentrée en collision. Et ceci se produit bien entendu ailleurs, mais déjà cette première catastrophe a tendance à augmenter considérablement le chaos dans le billard,
le chaos dans le billard qui est déjà dû au fait que lorsque les boules s'entrechoquent, il y a une dispersion de l'information, une perte de l'information, et là je ne vais pas rentrer dans le détail. Disons que le billard est probablement le système qui dilue le plus l'information, et donc une boule dans un billard perd son information très rapidement, et encore plus rapidement après la première catastrophe, et il y en a d'autres, et ça devient explosif. Et j'ai démontré que le billard devient littéralement quantique, dans le futur, hein. C'est-à-dire que j'ai démontré que si on, si on prolonge les calculs au-delà de cette catastrophe, 3 fois plus loin, on va dire, le billard devient littéralement quantique, c'est-à-dire tout, pour chaque boule de billard, toutes les positions deviennent possibles. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les conditions finales à volonté. D'accord ? Vous avez même toutes les possibilités de choix pour les boules. Ça, c'est quelque chose qui m'a complètement surpris, parce que je pensais que ça allait être grave, mais pas à ce point-là. Enfin, et j'ai démontré que ceci était valable, quelle que soit la précision, même si on descend dans l'infiniment petit, il y a toujours, on ne fait que retarder le moment de la catastrophe, mais elle arrive toujours. Ça veut dire que le déterminisme est faux. Ça veut dire que l'indéterminisme de la physique qu'on observe à l'échelle quantique, il est valable aussi à l'échelle macroscopique. Et ceci est important parce que tout est billard. L'air, ce sont des molécules qui s'entrechoquent. L'eau, ce sont des molécules qui s'entrechoquent. Tous les fluides, et pas que les fluides. Lorsque vous marchez dans la rue, il y a plein de chocs. Voilà, il y a énormément de situations où une série de chocs font que voilà, l'indéterminisme s'installe très rapidement. Et ça veut dire quoi ? Quelque chose qui est considérablement sous-estimé par les physiciens. Et j'insiste là-dessus, hein, et si je le dis en public, c'est pour qu'ils l'entendent, évidemment. Ça va aider les jeunes physiciens à savoir sur quoi ils vont devoir travailler. Quand ils vont voir que je suis sûr de moi, qu'est-ce qu'il raconte ce Guillemant ? Mais c'est pas possible. Ah mais attends, il n'a pas complètement tort. Donc ça pourrait susciter des vocations. Et c'est important parce qu'effectivement, il y a des choses fondamentales à trouver à ce niveau-là. C'est-à-dire que comprendre que la mécanique ne détermine pas le cours des événements, c'est absolument fondamental. Comprendre pourquoi c'est fondamental, parce que notre mental humain s'est construit à partir de cette idée. D'accord ? Et vous allez voir que la mécanique, ok, ne détermine pas le cours des événements, elle ne le détermine qu'à court terme. Ce court terme dépend du système. Si c'est une planète, ça va être extrêmement long. Si c'est un être vivant, ça va être extrêmement court. Mais la relativité, la théorie de la relativité nous indique que le futur est déjà réalisé. La mécanique quantique, non. Mais si on concilie les deux, et là, je ne vais pas vous le détailler parce que sinon je vais être trop long et je veux arriver à l'essentiel, parce que ça, j'en parle dans beaucoup de conférences. Pour arriver à concilier la mécanique quantique et la relativité, on est obligé de considérer que notre futur est déjà réalisé, mais qu'il est malléable. C'est-à-dire que la théorie la plus cohérente pour comprendre comment se construit notre futur, c'est une théorie qui dit que notre futur, il est déjà construit dans tous ses détails, mais qu'il est perpétuellement en train de bouger. En fonction de quoi ? Ben justement, on va y venir. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, il y a une catastrophe, au bout d'un certain temps, le déterminisme cesse. Eh bien, si on essaye de continuer de faire des calculs avec l'information qui nous reste, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais essayer de bien vous expliquer ça. Lorsque vous avez plus d'informations dans un billard pour continuer, il faut que je reste là, hein. Lorsque vous n'avez plus, lorsque les boules ont perdu leur information parce que l'information s'est diluée, eh bien, il se passe quelque chose d'extraordinaire et de logique. C'est qu'en fait, vous avez encore de l'information pour continuer à faire les calculs, mais cette information, elle n'est plus dans les boules, elle est dans l'espace, elle est dans les fluctuations de l'espace. Parce que l'espace, il fluctue. Elle est dans le bruit spatial, si vous voulez. C'est-à-dire que l'incertitude inhérente
aux positions relatives des boules, vous pouvez quand même continuer de la modéliser, mais cette fois-ci en termes appartenant à l'espace lui-même, tel qu'on le modélise en physique. Et en physique, on le modélise sous la forme de fluctuations. C'est-à-dire, comme on pense que l'espace existe, on attribue à l'espace des fluctuations qui sont simplement des fluctuations des interdistances entre les objets, et qui viennent du fait que la précision n'étant pas infinie, on les attribue à l'espace. Mais pour simplifier les choses, on va continuer de les attribuer à l'espace, mais en parlant plutôt du vide. D'accord ? Et je vais différencier l'espace et le vide en disant que c'est la même chose, sauf que l'espace est une construction apparente, alors que le vide contient réellement ces fluctuations. On sait que le vide contient de l'information. On sait que le vide, c'est quelque chose qui, Higgs nous l'a appris, la découverte du boson de Higgs, mais aussi plein d'autres choses. D'autres expériences nous ont appris que le vide était plein d'informations. Et il y a plusieurs façons de décrire les informations du vide. Soit on fait appel à des particules virtuelles, ce qui suppose l'existence du temps, parce que vous avez des particules qui apparaissent et qui disparaissent, vous êtes obligé de les décrire dans le temps. Or, à cette échelle, le temps n'existe pas encore, donc il y a une contradiction. Soit vous faites appel à des vibrations. Et là, on sait par contre que ces vibrations des vides existent, puisque les vibrations de l'espace construit existent. Les vibrations gravitationnelles existent, elles ont été observées. Mais là, les vibrations qui nous intéressent, ce sont des vibrations du vide qui sont des vibrations à l'échelle de l'infiniment petit, là où il n'y a plus assez d'informations et où le temps n'existe pas encore. C'est-à-dire que ce sont des vibrations du vide hors du temps. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair. J'ai une autre manière de l'expliquer. Si vous essayez de vous représenter le futur, par exemple, c'est comme ça que je commence les conférences d'habitude. Vous avez les 3 dimensions d'espace, plus le temps, ça fait 4. Le cerveau ne peut pas se représenter la chose, donc on enlève une dimension d'espace, on remplace un grand volume de l'univers, voire tout l'univers, par un disque, l'information contenue dans un disque, et on dit que la 3e dimension d'espace, c'est le temps, et vous fabriquez un cylindre. D'accord ? Et les physiciens représentent comme ça l'espace-temps en disant que ce cylindre au niveau cosmologique, il commence par un cône qui est le Big Bang. Et ensuite, il y a l'expansion de l'univers qui fait que le diamètre de ce cylindre augmente petit à petit. On représente ça comme ça. Et pour se représenter l'idée que notre futur est déjà réalisé, il faut se représenter un cylindre qui est complètement gelé, c'est-à-dire cylindre qui commence au temps 0 et qui se termine bien au-delà de votre vie, on ne sait pas où. Et vous pouvez prendre le cylindre qui concrétise votre vie à vous, et donc c'est comme si vous vivez toute votre vie en avançant le long d'un tunnel invisible qui oriente vos pas, et ce tunnel, il est gelé, c'est ce qu'on appelle le déterminisme, d'accord ? Et qu'est-ce que c'est dans ce cas-là que les vibrations de l'espace ? Les vibrations de l'espace, elles apparaissent sur l'espace comme de la tôle ondulée. Elles sont gelées. C'est-à-dire que ce sont des vibrations, les vibrations gravitationnelles de l'espace, celles qu'on a mesurées, ce sont des vibrations qui se déploient dans le temps, mais comme tout est déjà réalisé, ça apparaît comme de la tôle ondulée. Ça va, ça ? C'est-à-dire quelque chose comme ça, mais vous le voyez comme ça de toute éternité. C'est comme ça avant votre naissance, c'est comme ça après votre mort. D'accord ? Ça ne bouge pas. Ça, c'est la physique actuelle. La physique actuelle en est là. Alors que je vous explique tout à l'heure qu'il se produit une catastrophe et que, au-delà d'un certain temps, il apparaît un multivers de possibilités et que la meilleure façon de décrire notre futur, c'est de le faire bouger. Et donc voilà, donc du coup cette métaphore vous permet de comprendre les vibrations qui nous intéressent, parce que moi, les vibrations qui nous intéressent, celles qui correspondent aux fameuses fluctuations de l'espace, ce sont des vibrations qui vont dégeler ce cylindre. Ce sont des vibrations qui vont faire que
Ce cylindre, si vous le posez à la surface d'une mer qui a des vagues, il va bouger. Là, vous trouvez que c'est un peu plus normal déjà, hein, parce que vous n'avez pas envie que de toute éternité, votre vie ne bouge pas. Et vous avez même envie que pendant que vous êtes en train de la vivre, elle puisse continuer de bouger de manière à pouvoir influer dessus. Voilà, désolé d'utiliser des... Enfin bon, ça c'est ma marque de fabrique, hein, de faire le lien entre ces choses-là. Et donc voilà, donc j'essaye de vous faire percevoir, parce que c'est important, la différence entre les ondes d'espace que l'on a mesurées et les ondes du vide que l'on n'a pas encore mesurées, parce que c'est juste pas possible, ça descend trop bas. Eh bien, ce sont ces vibrations du vide, ces ondes du vide qui dégèlent l'espace-temps, qui vont déterminer la trajectoire d'une boule de billard. Et on peut faire des calculs en tenant compte. On peut faire des calculs en tenant compte du fait que c'est les fluctuations du vide, hein, ce sont les vibrations du vide qui vont prendre le relais pour savoir quelle va être la trajectoire de ma boule de billard une fois que la physique a rendu enfin que les équations de la physique ne marchent plus parce qu'on n'a plus d'informations. Eh bien, on va garder exactement les mêmes équations, en fait, et on va utiliser l'information qui est contenue dans les vibrations du vide au lieu d'utiliser l'information qui est contenue dans les boules. Et dans ce cas-là, vous avez un futur qui se met à dépendre des vibrations du vide. Et qu'est-ce que c'est que les vibrations du vide? Ce sont les vibrations de votre conscience. Donc là, on commence à s'approcher du truc. D'accord? Donc je répète, parce que c'est important, parce que là, je vous ai fait faire des nœuds dans le cerveau à certains. Quand même, là... avec un raisonnement finalement, bon, j'aurais peut-être pu faire un peu plus rapide, mais relativement simple, qui sera vulgarisé beaucoup plus facilement, j'espère, dans les écoles du futur. On en arrive à déduire que finalement, notre futur, il ne dépend pas de la mécanique. Si, à court terme, il dépend de la mécanique, de la causalité. Mais que notre futur, il dépend à long terme de quelque chose qui correspond à notre structure vibratoire à nous. Alors, je vais aller plus loin, bien sûr, parce qu'on pourrait dire, cette structure vibratoire, pourquoi elle est à nous, hein? Donc je répète, c'est parce que l'espace n'existant pas, c'est à la conscience qu'il faut attribuer ces vibrations-là. D'accord? Et alors, là... il y a plusieurs voies, laquelle j'emprunte. Je pourrais faire référence à la théorie des cordes, mais ça, non. Je vais faire référence à... pour aller plus loin... Ah, j'ai un trou. Ça ne va pas durer longtemps. Donc, je me résume, comme ça va me permettre d'y voir clair. Donc, on peut mettre en évidence par le calcul, en continuant d'utiliser les équations de la physique, qu'au-delà d'un certain temps, notre futur ne dépend plus de la causalité, mais qu'il dépend des vibrations du vide. Ces vibrations du vide, elles ont lieu hors du temps, parce qu'on est sur un océan, on est sur un espace-temps qui a été dégelé. D'accord ? On est sur un temps qui n'existe pas au niveau de ces fluctuations-là. Bon. Ah oui, et donc la question qu'on se pose, c'est de savoir si on peut s'attribuer à soi-même la possibilité de jouer sur notre propre ligne de temps. Parce que si j'émets des vibrations qui concernent tout le monde, ça ne va pas avoir grand effet. Alors si, je vais quand même pas m'autocensurer, parler de la théorie des cordes, parce qu'elle propose un point intéressant. La théorie des cordes, elle a été largement combattue, mais elle a quand même séduit les physiciens pendant des décennies, et elle a quand même quelque chose d'extrêmement puissant qui fait qu'on peut dire qu'elle est partiellement vraie. Ce qui est faux dans la théorie des cordes, c'est que la théorie des cordes, justement, elle suppose l'existence d'un contenu et d'un contenant. Elle suppose l'existence de l'espace, et du coup, elle est obligée de figer l'espace. Et c'est ça qui est faux, et c'est ça qui fait qu'on aboutit à des choses qui ne fonctionnent pas avec les cordes. Mais il n'empêche qu'elle a quand même été amenée de manière très...
elle a permis quand même de remplacer toute cette foule de particules dont on se demande d'où elles sortent, par juste un simple modèle de cordes vibrantes. Et simplement, à partir des cordes vibrantes, les mathématiques arrivent à reconstruire toutes les particules. C'est quand même assez puissant. Donc il ne faut pas la rejeter comme ça. Hein, si elle a quand même des choses encore à dire. Et parmi les choses qu'elle a encore à dire, c'est que, et qui sont des choses fondamentales, parce que les mathématiques sont quand même importantes, eh bien ces mathématiques nous disent qu'il y a 10 à la puissance 150 façons de faire vibrer l'espace intime. Et il y a 10 à la puissance 150 façons de régler la structure vibratoire de l'espace-temps. On appelle ça les fonctions de Calabi-Yau. 10 à la puissance 150, ça veut dire 10 avec 150 zéros derrière. D'accord? C'est largement de quoi donner à chaque être une capacité vibratoire qui lui est propre. D'accord? C'est rendu possible aussi parce que la théorie des cordes, elle ajoute 6 dimensions. Hein. Bon, mais là, je ne vais pas vous embêter avec la notion de dimension. Et moi, je donne une certaine crédibilité à la théorie des cordes parce que j'ai retrouvé dans mes calculs sur le billard la nécessité de rajouter 6 dimensions à l'espace-temps. Et que je suis capable, du coup, d'interpréter les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes comme étant des dimensions vibratoires. Des dimensions vibratoires qu'on peut décomposer en 2 catégories. Une première catégorie de dimensions vibratoires, évidemment liées à la conscience, hein, et qui règle ce qui se passe dans le présent, et une autre catégorie de dimensions vibratoires qui règle la destinée, les conditions finales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si effectivement nous avons une capacité propre d'adressage, parce que chaque âme, pardon pour ce mot, chaque conscience a une capacité d'adressage qui lui est unique, il n'y a pas de problème. La physique nous offre, les mathématiques plutôt, nous offrent la possibilité d'adresser notre propre ligne de temps. C'est quand même important. Après, il reste à savoir comment est-ce qu'on fait, comment ça fonctionne, etc. Quel est le rôle de l'amour là-dedans, voilà. Et donc là, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ça va, je ne parle pas depuis si longtemps que ça. Et donc, par quoi commencer? On va essayer de revenir à nos moutons. On va essayer de revenir à... parce que, en fait, c'est bien de vous faire sentir le truc de départ. La courbure de l'espace-temps, d'après cet anagramme, serait liée au superbe spectacle de l'amour. D'accord? Et pourquoi il y a un spectacle? Je vous ai dit tout à l'heure que si vous visualisez notre espace-temps... Ah oui, j'ai oublié de parler du GPS. Enfin, je continue là-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous visualisez notre espace-temps comme un cylindre dont le rayon augmente doucement, vu depuis hors du temps, c'est quelque chose qui est complètement gelé et qui ne peut pas fluctuer au bout d'un certain temps. Et si vous voulez le faire fluctuer au bout d'un certain temps, vous devez le dégeler, ce qui vous amène à introduire des vibrations du vide pour décrire ce dégel de l'espace-temps. Vibration du vide que vous ne pouvez donc pas décrire dans le temps ordinaire, mais vous êtes obligé d'utiliser un nouveau temps, l'horloge des anges ici-bas, le tic-tac de l'horloge divine. Ça, ce sont d'autres physiciens qui ont... Voilà, pour décrire ces vibrations-là. Et il est là le spectacle. Il est dans le dégel de l'espace-temps. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de spectacle si on vous donnait à voir uniquement un espace-temps qui ne change jamais. Et donc voilà, ce que j'avais oublié, pourtant le truc que je connais par cœur, c'est qu'il y a une autre métaphore que le cylindre invisible qui oriente nos pas, ou ce fameux cylindre, pour décrire notre futur, c'est la métaphore du GPS. Elle est encore plus puissante. C'est-à-dire qu'en plus, elle est issue directement de mes travaux sur le billard. Mes travaux sur le billard m'ont appris, bon, j'ai publié tout ça dans de grandes revues. J'ai titré l'une de mes publications
le fait qu'un espace-temps flexible, parce que ça rend le dégel de l'espace-temps rend l'espace-temps flexible, permet de ne pas faire recours à cette théorie du multivers. Et j'ai aussi publié les dimensions supplémentaires de l'espace-temps. Et c'est ces travaux-là qui m'ont amené à concevoir notre réalité future comme pouvant être décrite par la trajectoire d'un GPS. C'est-à-dire qu'en réalité, dans notre futur, il y a une myriade de potentialités qui nous attendent, mais il n'y en a qu'une seule qui est définie à un moment donné. Et en général, nous sommes pris par un conditionnement qui nous amène à réaliser immanquablement ce futur qui est déjà écrit. Et les conditions dans lesquelles on pourrait éventuellement changer de parcours ne sont pas du tout évidentes. Hein, ça nécessite, parce que les changements ne peuvent pas se faire de manière continue. La trajectoire d'un GPS, si vous voulez la changer, il faut d'abord attendre d'être arrivé à une bifurcation. Et là, au lieu d'aller tout droit, il faut tourner à gauche, par exemple. D'accord ? Donc, c'est pas à n'importe quel moment que ça se passe. Les anciens Grecs l'avaient compris, et ils avaient compris qu'il fallait rajouter un second temps qu'ils appellent le kairos, K-A-I-R-O-S, et qui est le temps de l'opportunité. C'est-à-dire que ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on change sa vie. Et en plus, c'est pas parce qu'à un moment donné, on a l'impression d'avoir un choix et que là, donc, on pourrait changer sa vie qu'on la change non plus. Donc, c'est-à-dire que c'est très rare, en général, le moment où on prend une décision, où on prend une bifurcation, un chemin de traverse qui va faire qu'on va réellement changer sa vie. C'est plutôt rare. Et donc, du coup, notre futur collectif, il est relativement stable, en fait. Hein. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, puisque, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la destination finale. Hein. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est si on va s'éclater entre-temps ou pas, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on va réussir à se réaliser ou pas. D'accord ? Et pour ça, il faudrait savoir, avoir connaissance de ce qui agit sur notre futur. Puisque, a priori, la physique nous décrit, nous donne les éléments mathématiques qui nous permettent de concevoir la possibilité d'agir sur notre futur. Sauf qu'on n'a pas encore compris comment. Alors c'est là qu'intervient la théorie de l'univers cyclique. La théorie de l'univers cyclique, qui a été proposée par Roger Penrose, l'un des plus brillants esprits de la planète, qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur les trous noirs il y a peu de temps. Il considère que le futur le plus lointain peut se retrouver dans le passé le plus lointain, c'est-à-dire qu'il cherche à retrouver les traces du futur lointain dans les hétérogénéités cosmologiques que l'on observe en direction du Big Bang. Mais bon, oubliez ça, enfin n'oubliez pas que c'est Roger Penrose qui a conçu cette théorie. Roger Penrose a aussi conçu la théorie de la conscience quantique. Il est le premier à avoir relié la conscience à la structure de l'espace-temps. D'accord ? Roger Penrose, c'est quand même pas n'importe qui. Lui, il a tout compris avant tout le monde. Et bon, il a essayé peut-être... bon, c'était pas encore... C'est peut-être plus facile maintenant de faire accepter aux physiciens ces théories. Mais n'empêche qu'il avait compris dès les années 70-80 que la conscience est liée à la structure vibratoire de l'espace-temps. Et il a proposé cette théorie de l'univers cyclique. Et cette théorie de l'univers cyclique, il faut la voir fonctionner à toutes les échelles. Il ne faut pas oublier le fait que notre réalité est juste une apparence et que si ce que je dis est juste, il faut considérer qu'il faut toujours partir de la conscience. Il faut toujours partir du fait que la conscience est première. Et donc ces cycles-là, on va les observer à toutes les échelles de la vie. Hein, parce que ce sont ces cycles qui vont expliquer la vie elle-même. Et partout où il y a de la vie, on va observer ces cycles. Donc ce n'est pas un cycle qui dépend du Big Bang. Il y a des cycles à toutes les échelles. On sait qu'il y a des cycles à l'échelle de nos cellules. Eh bien, il y a des cycles à l'échelle de notre fonctionnement organique à nous. Il y a des cycles... Je ne sais pas si vous avez entendu parler des chakras.
quelque chose qui est largement rejeté par les physiciens, évidemment, c'est quelque chose qui joue un rôle à ce niveau-là, d'accord? C'est parce que les cycles sont permis grâce à l'existence des vortex, grâce à l'existence des vortex qui relient le passé et le futur, ou plutôt qui nous relient à un modèle de nous-mêmes qui est à la fois en contact avec notre passé et avec notre futur. C'est-à-dire que la théorie de l'univers cyclique, je ne peux pas vous donner toutes les explications parce que je serais trop long. Enfin, moi, je vous dépeins ma vision. Hein, je vous explique quand même pourquoi cette vision elle est fondée sur des résultats scientifiques. C'est que les physiciens les plus éminents ont calculé mathématiquement que l'information qui pénètre dans un trou noir se retrouve dans le futur via un trou blanc, ce qui est très troublant. Hein. C'est-à-dire que vous tombez dans un trou noir, hop, et instantanément vous vous retrouvez projeté dans le futur en direction du passé. C'est-à-dire vous vous retrouvez dans un futur où vous allez finalement finir par vous rencontrer. Enfin non, vous n'allez plus vous rencontrer vous-même puisque vous n'êtes plus là, heureusement. Mais disons que, voilà, non, ça c'est juste une boutade. Mais cette histoire d'information qui se retrouve instantanément projetée dans le futur, c'est quelque chose qui est très puissant pour expliquer quelque chose qui n'a jamais été compris, c'est l'évolution du vivant. Aujourd'hui, on attribue l'évolution du vivant à la théorie de Darwin, mais la théorie de Darwin, elle est de plus en plus contestée, elle est même complètement irrationnelle si on considère le mécanisme des mutations. Le hasard des mutations, c'est quelque chose qui est irrecevable aujourd'hui, parce qu'on a fait suffisamment de progrès en biologie pour comprendre que la vie, avec l'ADN, etc., c'est quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une sorte je dirais pas un ordinateur, parce que on vit pas dans une simulation, ce serait une simulation de la conscience, c'est un hologramme de la conscience. Et donc l'évolution de la vie ne peut pas s'expliquer par le hasard. Bon, ça je vous demande de l'admettre, je ne vais pas discourir là-dessus. Donc on a besoin d'un autre type de mécanisme pour évoluer, pour expliquer l'évolution du vivant. Et si nous vivons dans un univers cyclique et s'il y a des cycles à toutes les échelles, alors on commence à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on est sans arrêt poussé par quelque chose en train de vouloir, poussé par notre conscience, en fait, en train de vouloir aller vers un meilleur futur. On est sans arrêt en train d'imaginer un meilleur futur, d'accord ? Alors, le problème qu'on a, c'est que on ne sait pas quel est notre meilleur futur. On ne sait même pas si on est fait pour faire tel métier. On ne sait pas si on est fait, si on devrait faire ça. On se pose des questions. J'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure qui s'est trouvé lui-même et qui doute encore. Bon, il y a quand même un petit problème là. Est-ce qu'il n'y a pas une solution ? Mais la solution, elle est extrêmement simple. Si nous sommes reliés à un modèle de nous-mêmes, qui, de l'autre côté, on va dire, parce que s'il y a un univers cyclique, ça veut dire qu'il y a un autre versant dans notre univers par lequel passe l'information, et c'est dans cet autre versant que se fait la sélection des nouveaux futurs potentiels qui pourraient nous intéresser. Simplement, encore faut-il se mettre à l'écoute de l'information qu'on nous envoie. C'est-à-dire que, alors, je vous la fais courte, de l'autre côté de l'univers, il n'y a pas de temps. D'accord ? Tout fonctionne hors du temps, c'est l'éternité. Il y en a qui pourraient dire c'est le paradis, etc. C'est le lieu de l'autre versant où se retrouve tout ce qui a toujours été créé de toute éternité, parce que nous vivons, nous, dans une réalité collective, et tout ce qui a été créé de beau, finalement, se retrouve recyclé sans déformation, sans destruction, se retrouve de l'autre côté. Et de l'autre côté, admettons qu'il y ait des êtres, qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, ils vont dire, ah ben ça c'est bien, on va le remettre, d'accord ? On va le recycler dans le futur. Mais c'est nous qui construisons notre futur. Et qu'est-ce qui doit se passer là ? Il faut qu'on le valide, le truc. Donc, ils vont essayer,
Ils attendent désespérément que nous nous connections à eux pour nous envoyer la vibration qui va nous permettre d'adresser ce nouveau futur. Enfin, je vous la fais courte, hein, parce que j'ai pas assez de temps. Ils, c'est-à-dire nous, ceux qui sont nous-mêmes plus que nous-mêmes, parce que nous pensons avoir une personnalité, mais cette personnalité, elle est fausse. Notre personnalité n'est pas nous-mêmes. Notre personnalité, c'est juste une façade, c'est juste le costume de l'acteur, de l'habit que nous empruntons pour réaliser quelque chose en cette vie ou pour apprendre quelque chose en cette vie. Et tout est conscience, ne l'oubliez pas. Et bon, je reviendrai au mécanisme de cette connexion un peu plus tard, mais là, j'ai pris ce bout-là pour vous expliquer la chose. Imaginez que nous puissions nous connecter à cet être plus grand que nous-mêmes et qui est plus nous-mêmes que nous-mêmes, parce que nous nous prenons pour quelqu'un, on appelle ça l'ego, qui n'est pas nous. Les autres s'en rendent compte. Quand quelqu'un est dans l'ego, on voit bien qu'il est ridicule. Ça veut dire que tout le monde se rend compte qu'il n'est pas lui. Quand quelqu'un commence à prendre au sérieux sa fonction, son succès, etc., on voit bien qu'il commence à revêtir l'habit de l'ego et on sait tous qu'il n'est pas lui. Et donc on comprend qu'il est nécessaire de se relier à qui nous sommes réellement. Et en plus, c'est en faisant comme ça qu'on récupère nos plus grands talents. C'est-à-dire, c'est en apprenant à se relier à qui nous sommes véritablement. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie sans que je comprenne toutes ces théories. C'est en apprenant à suivre nos intuitions. C'est en apprenant tout simplement, voilà, je vais le sortir le mot, à suivre l'indication indiquée par la joie d'exister, la joie que nous pouvons ressentir à désirer être quelqu'un qui va faire ceci, cela. D'accord ? Lorsque vous ressentez de la joie parce que vous avez tout d'un coup l'idée de ce que vous pourriez faire ou de ce que vous pourriez devenir ou ce que vous pourriez être, c'est comme une espèce de coup de tampon du fait que vous avez reçu correctement la vibration de qui vous êtes. Et dans ce cas-là, il ne vous reste plus qu'à avoir la foi dans cette vibration et vous êtes en train de créer réellement votre futur. Parce que la potentialité qui au départ n'existait pas parce qu'elle appartenait à l'autre côté, elle est en train de rentrer dans votre champ des possibles. Elle est en train de rentrer dans votre arbre de vie. Simplement parce que vous êtes connecté à qui vous êtes. Ce n'est pas nécessairement que la joie, ça peut être aussi... C'est tout ce qui nous donne l'impression d'avoir une souveraineté intérieure. Ça peut être le courage. Par exemple, durant les années Covid, ça n'a pas été quand même facile de se comporter face à ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait écouter les autorités, etc. Il y en a qui ont eu du courage, qui ont perdu beaucoup. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont perdu leur emploi, ils ont accepté de tout perdre. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont ressenti intérieurement qu'ils n'étaient pas ce qu'on leur... qu'il y avait une discordance entre ce qu'on leur imposait et ce qu'ils étaient profondément. Il n'y avait aucun intérêt. Et pourquoi ils ont ressenti ça? C'est parce qu'ils étaient connectés à eux-mêmes. Et là, ce n'était pas la joie, c'était le courage. C'est encore une vibration, d'accord? Et il peut y avoir beaucoup d'autres exemples. En général, s'il s'agit... alors qu'on est tout à fait... s'il s'agit simplement de découvrir sa vocation, eh bien en fait, c'est le tampon de la joie qui va être la signature du fait qu'on a trouvé sa vocation. Donc voilà, ça c'est juste parce que je pense que c'était important que je vous aide à comprendre ce fonctionnement de la conscience, c'est-à-dire que c'est par le biais de la conscience connectée que se produit l'évolution du vivant à toutes les échelles de la création. Je suis incomplet dans mes explications parce que je n'ai pas suffisamment de temps pour approfondir chaque concept, mais ça me permet d'aller vers l'amour. Parce que, évidemment, on reçoit dans ce processus, on a reçu une information, mais on a fait quoi? On a vibré, donc on vibre cette foi, on vibre ce courage, on vibre cette joie d'avoir compris qui on est. Et donc, du coup, ça crée
une potentialité, mais elle n'est pas encore là, cette potentialité. D'accord ? Encore faut-il qu'elle se manifeste dans la réalité. Alors elle va chercher à se manifester dans la réalité, mais ça peut devenir compliqué. Des gens peuvent ressentir qu'ils sont faits pour devenir un certain type de personne et vraiment n'avoir aucune idée de comment ça pourrait se faire. Donc comment pourrait-il recevoir une aide à ce niveau-là ? Et là, c'est là qu'il est important de se positionner dans l'amour. Parce que toute mission, toute réalisation de qui nous sommes, etc., ne vient pas de nous, enfin ne vient pas de notre persona, mais ça vient de l'extérieur, ça vient de plus grand que nous-mêmes. Et donc ça implique une compréhension plus large de notre rôle dans la société. Et donc ça implique un don de soi. C'est-à-dire que c'est dans le don de soi, en retour de la perception de cette information vibratoire, qu'on va trouver les moyens de se réaliser. D'accord ? Et ça peut s'exprimer de différentes manières. Et lorsqu'on ne sait pas quoi faire, on peut tout simplement faire une demande. Et là, je vous invite à lire ce livre quand même assez ardu, mais absolument profond, qui est Les dialogues avec l'ange, qui est un livre qui contient des informations tout à fait renversantes, parce que on y retrouve carrément des concepts de physique avancée. On y retrouve le concept d'univers cyclique, avec l'idée que nous sommes dans un monde qui est le monde créé, qui est situé entre le commencement et la fin, et qu'il existe un monde créateur qui est situé entre la fin et le commencement, c'est-à-dire de l'autre côté. Des choses de ce genre-là, d'accord, qui sont extrêmement surprenantes. Et même avant même de découvrir ça, cet exemple que je vous cite, moi j'avais été séduit, choqué même par un certain nombre de choses. Et c'est ça qui m'avait fait entreprendre des expériences sur la synchronicité qui ont fonctionné. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre. Donc ce livre est très puissant, mais je vous invite à en faire peut-être éventuellement votre livre des cheveux. Si vous l'avez jamais lu, de toute façon, ça va être coton, ça va pas être simple. Bon. Et donc voilà, petit à petit, j'en viens à cette notion d'amour. Oui, alors voilà. Et pourquoi ? Et donc j'ai oublié de vous parler des différents niveaux de la conscience, parce que évidemment, tout est imbriqué dans l'univers. Et la conscience que nous sommes est imbriquée entre différentes consciences. Il y a d'abord la conscience organique, la conscience de nos cellules. Il y a la conscience de notre psyché, qu'on appelle la conscience réflexive, la conscience d'avoir conscience. Et il y a la conscience qui correspond à tout ce qui est inconscient, mais qui est nous-mêmes, tout ce qu'on appelle notre subconscient. Tous les états d'être qui sont enfouis parce qu'on ne peut pas vivre instantanément la totalité de notre conscience, la totalité de notre expérience. Mais tout cela reste potentiellement accessible. On appelle ça le subconscient, et c'est dans le subconscient que se manifeste un certain nombre de ressentis. Alors, ce que j'appelle les vibrations du vide, c'est lié à tous les ressentis, c'est lié aux différents types de ressentis. Les ressentis qu'on appelle les sensations, c'est lié donc, on va dire, aux tripes, c'est lié à la conscience de nos cellules, la conscience organique. On a mal, on ressent du bien-être, c'est notre conscience organique. Nos émotions, c'est lié au cœur, ça c'est lié à notre conscience du temps présent. Et nos sentiments et nos intuitions, c'est lié justement à quelque chose qui est plus profondément ancré en nous-mêmes. Et là, il y a une connexion avec ce plus grand que nous-mêmes qui peut aussi s'exprimer par le biais du subconscient. Et ça, c'est une découverte de Carl Jung, qui est aussi le père du concept de synchronicité. Et donc, je vous dis ça parce qu'il y a un aller-retour à faire entre la joie que l'on reçoit et l'amour qu'on donne. C'est-à-dire que c'est la même énergie. La joie, on va dire, c'est l'énergie de la source. Elle est pure à l'origine. On a de la chance quand on la ressent nous-mêmes relativement pure. Mais lorsqu'on agit dans la matière, lorsqu'on agit dans la réalité, les choses ne sont pas aussi simples.
C'est-à-dire que la foi ou la joie, enfin la vibration que l'on va investir dans le futur, elle va cheminer dans les couloirs de l'espace-temps, si on peut dire, et elle va retomber vers nous sous forme de pluie, mais avec une certaine dégradation, et ça ne va pas être facile de s'orienter au sein de toutes ces informations. Et là, il y a une astuce, c'est pas une astuce, une méthode qui fonctionne à tous les coups, c'est d'investir de l'amour, de la passion, de la joie dans tout ce qu'on fait. D'accord ? Et à ce moment-là, on remet en route ce mécanisme qui fait que on va se retrouver avec de nouvelles intuitions, de nouvelles synchronicités. C'est-à-dire que c'est la foi que l'on arrive à ranimer en soi qui va refaire fonctionner le mécanisme cyclique qui fait que on va se retrouver face à des opportunités, le passage du kairos, les synchronicités, les intuitions qui vont nous permettre d'aller à destination. C'est-à-dire, c'est pas... On peut comprendre que ce ne soit pas aussi simple. On peut comprendre que pour faire des choses impossibles, eh bien, il va falloir se mettre à l'écoute de tout ce qui arrive et il va falloir remettre en route ce mécanisme de circulation de l'énergie. Vous la voyez circuler, cette énergie ? Vous recevez l'énergie instantanément sous forme vibratoire et vous l'investissez dans le temps. Mais elle redescend, avant d'arriver vers vous, cette énergie, elle redescend doucement. Ce n'est pas immédiatement que l'opportunité se manifeste. Il va falloir attendre le bon moment. Il va falloir... Et je reconnais que c'est compliqué. Mais bon, si je vous explique ça un peu trop rapidement, c'est pour faire le lien. C'est pour faire le lien avec le sujet de ma conférence. C'est-à-dire que si on regarde tout ça vu de l'extérieur, évidemment, on est censé voir l'espace-temps bouger, fluctuer, etc. Imaginez que cette fois-ci, c'est plus les vibrations intimes, mais c'est un peu votre vie. Essayez d'imaginer votre vie qui est en train de... Enfin, vos ressentis, tout ce que vous vibrez, qui est en train de modifier la trajectoire de votre GPS à venir. Vous comprenez bien qu'il faut investir de l'information là-dedans. Et cette information, l'information qui fonctionne pour modifier la trajectoire de notre GPS, c'est cela, c'est l'énergie. Et l'énergie la plus pure, c'est l'amour et la joie. Et cette énergie, vous la recevez sous forme pure, vous la recevez, vous investissez de la foi dans ce que vous vibrez, vous l'investissez, et à ce moment-là, elle agit dans l'espace-temps en vous renvoyant l'information sous forme d'intuition, de synchronicité, d'opportunité, etc. Et ce n'est qu'en agissant avec amour, ce n'est qu'en agissant que l'on, y compris lorsqu'on fait une demande d'aide, parce que ça c'est contenu dans les dialogues avec l'ange, que l'on arrive à manifester les synchronicités, les opportunités. Je sais que c'est difficile à croire, mais ça fonctionne. Ce n'est qu'en investissant l'amour en lien avec ce qu'on a compris qu'on allait faire de nous-mêmes, qui est forcément utile à la société, donc il y a forcément du don de soi là-dedans. Donc je préfère peut-être employer le terme de don de soi. Ce n'est qu'en manifestant réellement dans la réalité ce don de soi que l'on crée, si vous voulez, aide-toi, le ciel t'aidera. Le ciel, c'est pas le ciel, c'est le futur en train de chercher à se brancher dans votre réalité. C'est votre futur, celui que vous avez désiré, qui est en train de chercher à se manifester dans votre réalité. Donc le aide-toi, le ciel t'aidera, c'est aide-toi, c'est-à-dire manifeste sous forme concrète, pas seulement sous forme vibratoire. Ça, j'ai oublié de le dire, manifeste sous forme concrète. Ce don de soi qui correspond à la foi que tu as dans le fait de voir advenir ton désir, c'est ça qu'il faut manifester. Et donc le superbe spectacle de l'amour dont il est question dans cet anagramme est un spectacle, parce que effectivement, il manifeste des vibrations de la courbure de l'espace-temps qui transportent
toutes ces vibrations. D'accord? Enfin, bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie et on va passer aux questions. Voilà. Voilà, désolé, je me suis un peu emmêlé sur la fin, mais bon, on est sur des concepts assez ardus. Là, c'est le jeu des questions-réponses, donc je me balade avec le micro et je le passe à qui veut. Bonjour et merci Philippe. C'était beaucoup plus clair que vous avez semblé le dire à la fin, sincèrement. Ce que je voulais vous demander, c'était en rapport avec le postulat de départ, c'est que finalement, il n'y a que la conscience. Si je vous ai bien compris, les objets n'existent pas. Oui. Merci. Oui, enfin, alors une petite précision là-dessus quand même. Oui, tout est conscience. Tout est conscience et on peut considérer les objets, c'est-à-dire la matière, comme une sorte de cristallisation de la conscience, comme de la conscience endormie. Et on peut inversement considérer la conscience comme de la matière réveillée, réanimée. C'est-à-dire la matière, c'est l'espace-temps gelé. C'est exactement ça. Et le dégel de l'espace-temps, le fait qu'il devienne fluide, le fait qu'il devienne flexible, c'est l'action de la conscience. Et tout objet est une réalisation de la conscience. Et lorsqu'il devient figé, c'est parce qu'il n'y a plus de conscience qui anime cet objet. Si j'ai bien compris, en fait, la conscience fige l'information en matière. Oui, la conscience cristallise l'information en matière. Oui, oui, c'est la meilleure façon de le voir, je pense. Bonjour. Juste la question du libre arbitre, du coup, si c'est la conscience qui détermine tout, est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre, du coup? Très bonne question. Oui, nous avons réellement un libre arbitre. Alors, je vous explique d'où vient le libre arbitre. Il y a... nous sommes dans un système embarqué qui est notre corps-cerveau. Notre système corps-cerveau, notre conscience est embarquée dans le système corps-cerveau. D'accord ? Elle a, pour naviguer dans l'espace-temps, parce que la conscience est un véritable système de navigation, elle a à sa disposition deux instruments. Elle a le système égo-mental, qui va lui permettre de s'adapter à la société, de se protéger contre les risques, d'avoir un comportement qui sera cohérent, qui ne sera pas discuté, qui sera aimé, elle va, en se positionnant dans l'ego, l'ego c'est un peu le garant de la personnalité, la personne maintient sa personnalité, du coup elle finit par y croire, et c'est ça le bas qui blesse, c'est-à-dire que le fait d'avoir un pilote automatique c'est bien, à condition de ne pas se confondre avec le pilote. Donc le pilote automatique de l'ego et du mental, il est quand même utile parce qu'il nous permet de ne pas prendre trop de risques et de nous adapter correctement dans la société. Mais nous avons un autre système qui est notre âme, bon, que je n'ai pas défini, mais bon, qui est notre, on va dire, qui est lié à notre conscience désincarnée, mais c'est plus compliqué que ça, il faut introduire l'esprit, etc. Et notre âme agit comme un GPS. Donc on a d'un côté le pilote automatique et de l'autre côté le GPS. Et si on suit que notre pilote automatique, donc notre ego, on ne va pas aller vers notre meilleur futur, on va aller dans le mur à un moment donné. Si on suit que notre GPS, on risque d'être un peu trop illuminé, peut-être, je ne sais pas, finir dans un monastère ou devenir fou. Le GPS nous apporte une source d'information vibratoire qui nous rend d'emblée heureux. Donc, du coup, ça n'incite pas à faire de gros efforts, puisque si on a accès au bonheur, comme ça aussi facilement, donc du coup, ce n'est peut-être pas véritablement pour cette raison qu'on s'est incarné. Et donc, en fait, c'est l'équilibre entre les deux qui va être important. C'est-à-dire qu'il va être important de tenir compte de notre ego, de notre mental, et il va être important aussi de tenir compte des informations intuitives que l'on reçoit, des synchronicités, etc. Et c'est dans le bon équilibre entre les deux qu'on va se réaliser, d'accord ?
Et du coup, on va se retrouver face à des choix. Parce que à certains moments, qu'est-ce qu'on fait? On a notre cœur qui dit qu'il faut qu'on ait le courage de faire telle chose. Et puis on a notre mental qui dit oui, mais si tu fais ça, tu vas à tous les coups, tu vas te faire laminer. Ou bon, enfin, vous voyez le truc. On est souvent dans la vie confronté à des situations où il y a ce genre de dilemme. Est-ce qu'on écoute son cœur ou est-ce qu'on écoute son mental? Et c'est la raison pour laquelle on a un libre arbitre, parce que le soi, ce qu'on appelle le soi, l'écoute de l'âme n'est pas en mesure de choisir à notre place. Parce que cette entité, ce soi, cette âme plus grande que nous-mêmes, qui est capable de nous faire faire les bons choix pour que nous arrivions vers notre meilleur futur, elle n'est pas capable, au niveau des détails, de nous dire exactement tout ce qu'il faut faire. Il y en a qui le pensent. Mais si vous voulez, il y a une simplification abusive qui fait dire aux matérialistes qu'il n'y a pas de libre arbitre et qui fait dire aussi aux spiritualistes qu'il n'y a pas de libre arbitre. Les matérialistes disent qu'il n'y a pas de libre arbitre parce que le mental n'en a pas, et c'est vrai. Et les spiritualistes disent qu'il n'y a pas de libre arbitre parce que la connexion au soi te guide. Sauf que c'est faux. La connexion au soi ne te guide jamais totalement. Dès qu'on est un peu fatigué, en mauvaise santé, on a perdu cette connexion. Donc non, en réalité, on a bel et bien un libre arbitre qui est issu de la nécessité pour aller vers notre meilleur futur, de trouver le bon équilibre entre les deux sources d'information, et qui est issu du fait que notre moi, notre conscience incarnée est bien mieux placée que n'importe quel guide pour nous indiquer ce que nous avons à faire. Voilà, le libre arbitre vient de là. J'ai été clair? Par ici. Là, j'ai le micro. Ouais. Donc la conscience crée les objets, crée l'espace-temps. D'un point de vue individuel, mais sur le plan collectif, est-ce qu'on a une conscience collective? Et est-ce qu'on peut avoir différentes consciences qui créent un espace-temps différent? Et comment on se retrouve collectivement dans ces cas-là? Oui, bon, la conscience collective existe. La conscience, elle existe. La conscience collective, on la voit se manifester chez les joueurs de foot, on la voit se manifester à tous les niveaux, on la voit se manifester à l'échelle d'un pays, on la voit se manifester à l'échelle de tous les groupes qui se constituent au sein de la planète et qui veulent pousser dans un sens ou dans un autre. C'est le mental humain qui est ainsi fait qu'il est poussé vers un système de croyance. En fait, on ne peut pas vivre sans système de croyance. Même le fait de ne pas croire, c'est un système de croyance. On ne peut pas échapper aux croyances. Même les scientifiques ont des croyances. Donc on ne peut pas y échapper. Et c'est cela qui crée la conscience collective des scientifiques, etc. Au point qu'on ne se rend même pas compte qu'on est piégé, on pense être dans le vrai, alors que non, pas du tout. Les scientifiques ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la pensée magique, par exemple. L'idée que la conscience est produit du cerveau, c'est de la pensée magique. L'idée que l'évolution est due au hasard des mutations, c'est de la pensée magique. L'idée que la réalité est issue d'un Big Bang qui crée l'espace et de la matière, c'est de la pensée magique. Donc vous voyez, et pourtant les scientifiques sont sûrs d'eux. Donc ça veut dire qu'il y a bel et bien une conscience collective qui, dans chaque communauté, piège celui qui fait partie de cette conscience en lui donnant des certitudes là où tout est complètement relatif. Par ici. Ah. Merci. Ma question, celle-ci, si avec cet état de conscience, avec la joie, l'amour, la foi, on parvient à retrouver ou à remodeler un futur plus adapté à notre être profond, est-ce que ça agit aussi sur la matière, on va dire sur le corps, par exemple, si on a une certaine maladie ou quoi, etc. Est-ce que ça a aussi une implication sur le corps lui-même? Je pense que oui, c'est pas vraiment dans mes
compétence que de l'affirmer haut et fort, mais je pense que oui, tout à fait, bien sûr. Je pense même que c'est la condition sine qua non pour être en bonne santé. Hein, c'est d'abord la santé psychique. Voilà, il y a toujours un retard, et lorsqu'on a un problème physique, c'est justement, il faut regarder dans le passé ce qui a fait qu'au niveau psychique, on en est arrivé là. Que ce soit un accident ou un problème de santé, il y a toujours une explication psychique, peut-être 1 an, 2 ans, quelques années auparavant, qui l'a construit. Ça. Il y a toujours un déséquilibre psychique qui est à l'origine des problèmes physiques. Et alors après, pour guérir un problème physique, évidemment, c'est pas évident. Il va falloir du temps pour... la psyché n'a pas une action... la psyché, elle va plutôt être protectrice. Elle va plutôt, si on reste dans la cohérence, justement, si on reste dans l'alignement au soi, on se garantit une très bonne santé où on ne sera jamais malade. Par contre, si on n'a pas ça à cause de différentes choses, etc., et qu'à un moment donné, on rentre dans un problème physique, on ne peut pas guérir comme par magie, sauf dans des cas particuliers, où là, il y a véritablement un changement de ligne de temps qui est imposé par une force extérieure. Ça peut être une connexion, ça peut être une expérience de mort imminente, ça peut être beaucoup de choses, ou des technologies élaborées qui permettent de changer de ligne de temps. Vous voyez ? Voilà. Oui, pardon. Bonsoir. Merci Philippe pour cette présentation qui était très riche. Moi, j'avais une question par rapport au silence. Au silence. Vous voulez que je dise quoi sur le silence ? En fait, quelque part, j'entends bien tout ce qui est dit et je me demandais, quand vous avez parlé du vide, ça m'a fait penser au silence. Parce que dans le silence, justement, lorsqu'on a des pensées qui s'arrêtent, on a plus d'intuition et on est plus connecté fatalement à une vibration qui nous permet de ressentir des choses et nous projeter dans un avenir, de le vibrer et de le ressentir pour pouvoir le réaliser. Je pense que oui, mais là aussi, je ne suis pas spécialement compétent, spécialiste pour vous répondre là-dessus. Parce que ça peut être aussi le contraire. Hein. Le bruit peut aussi favoriser la connexion. Mais le silence de la nature, des espaces naturels, il est absolument complètement reconnectant. Ça, c'est clair. Ça, je peux vous l'assurer. Je vis dans un environnement extrêmement silencieux qui est très, très propice au téléchargement des nouvelles idées. Mais c'est aussi, je peux être aussi en train de conduire ma voiture et d'écouter une émission. Et le simple fait de faire l'effort d'écouter me fait partir dans une rêverie qui peut être aussi comme une sorte de méditation. Donc c'est assez compliqué. Merci. Oui. Là-bas. Oui. Je voulais poser la question, comment la physique explique la polarité masculin-féminin Ah bah alors. dans le grand spectacle de l'amour. Ah ben oui, si. Enfin, la physique, c'est pas la physique, c'est... Moi, il y a une polarité à l'origine de l'univers, si on considère les choses du point de vue de la conscience. Ne serait-ce que la polarité espace-temps, hein, c'est la polarité espace, et le temps, c'est l'amour, hein, et l'espace, c'est le mental. D'accord ? Le temps, c'est la vibration, et l'espace, c'est le mental. Et la polarité fondamentale à l'origine de toute création, c'est la polarité entre la connaissance d'un côté et l'amour de l'autre. Ce qui fait qu'il y a cette distinction entre l'esprit et l'âme. L'âme vient de l'amour et l'esprit vient de la connaissance. Alors pourquoi cette polarité ? Parce que vous ne pouvez pas correctement exprimer votre amour si vous n'avez pas la connaissance. Et inversement, vous ne pouvez pas acquérir une connaissance fiable si vous n'avez pas d'amour. Parce que sans amour, la connaissance finit par
adopter un système référence guide qui l'aliène, d'accord? Parce qu'on a toujours besoin d'être guidé, parce qu'aucun système n'est capable de s'autonomiser par lui-même. C'est même une loi des mathématiques et de la physique, le théorème de Gödel. Moi, j'ai retrouvé ça d'une autre manière. Aucun système aussi complexe et intelligent soit-il ne peut fonctionner de manière complètement autonome. Il est obligatoirement soumis à des bugs, des indécisions. Et donc, tous les systèmes ont besoin d'une source d'information extérieure pour s'animer. Si cette source d'information ne vient pas de l'amour, soit vous allez naturellement vers la dégradation, donc ça c'est l'augmentation systématique de l'entropie, soit vous devenez esclave d'une entité autre qui est extérieure. Donc, l'amour et la connaissance ont besoin de fonctionner ensemble de manière équilibrée. Et donc c'est en cela que l'on peut dire qu'effectivement, je ne sais plus, c'était ça votre question? Le féminin, masculin, voilà, donc la polarité féminine va être du côté de l'amour, donc du ressenti, et la polarité masculine va être du côté de l'espace. Du mental. Ça ne veut pas dire que le féminin, les femmes n'ont pas les deux et les hommes aussi, bien sûr, mais il y a... Voilà. Ouais. Merci. Tout d'abord, merci d'être venu à Angers, très sympathique. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qui m'a effleuré l'oreille. Une technologie élaborée pour changer d'espace-temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour changer nos lignes de temps? Oui. Technologie élaborée. Ben, on sait que ce qui va nous permettre de changer de ligne de temps, ce sont des vibrations hors du temps. D'accord? C'est ça qui crée la fluidité de l'espace-temps. D'accord? Donc, bon, vous m'avez obligé à dire ce que je... Bon, je vais le dire, d'accord. Le type d'onde qui permet de décrire ces vibrations hors du temps n'existe pas en physique. D'accord? Il n'existe que... Alors au niveau des ondes électromagnétiques, on est sur des ondes qui se décrivent dans le temps, les ondes gravitationnelles se décrivent dans le temps, mais les ondes hors du temps, ça n'existe pas. D'accord? Comment se manifesteraient les ondes hors du temps? Alors évidemment, les ondes hors du temps, comme elles sont hors du temps, elles pourraient très bien se manifester sous la forme d'ondes qui auraient l'apparence d'aller soit à une vitesse inférieure ou soit à une vitesse supérieure de la lumière. Ça pourrait être des ondes qui iraient pas vite du tout ou à des vitesses qui pourraient là allègrement dépasser la vitesse de la lumière. Ce type d'onde a été proposé, étudié. On a appelé ça des ondes de torsion. Les Russes ont beaucoup étudié ça. Les équations à l'origine des ondes de torsion, ce sont des équations du vide, par exemple, d'un certain Shipov, ont été contestées. Elles sont considérées par les Occidentaux comme de la pseudoscience. Moi, je pense qu'il y a certainement des bonnes idées là-dedans, mais je pense qu'effectivement, elles sont contestées à juste titre. J'ai vu des collègues écrire là-dessus, des matheux qui ne sont pas n'importe qui ont vérifié, je les crois. Et donc, je pense que les équations de Shipov sont fausses. Donc, aller jusqu'à dire que c'est de la pseudoscience, bon, ok, d'accord, mais enfin, on pourrait quand même saluer l'effort. Je pense qu'il est nécessaire, et c'est le thème de mon livre, la physique, de mon dernier livre que je n'ai pas, hein, la librairie n'a pas pu venir. La physique du futur lumineux. Dans la physique du futur lumineux, je décris, j'invente un héros, Luc, qui a 50 ans de moins que moi, et qui, lui, va découvrir ces équations-là. il va découvrir les équations qui permettent de parler de ces ondes de torsion correctement. D'accord? Et
Et ces ondes de torsion, si on les écrit non pas dans le temps ordinaire, mais qu'on les écrit en introduisant un nouveau temps, peut-être que là, on peut arriver à améliorer la physique en la faisant prendre en compte l'impact de la conscience sur la réalité. Mais en attendant, ce n'est pas le cas et ça aboutit à la dérive de ce qu'on a appelé les ondes scalaires. Parce qu'à partir du moment où la science n'arrive pas à proposer un système d'équations qui est cohérent pour décrire ce genre de choses, mais en même temps, à partir du moment où ça part d'une bonne intuition et que normalement et qu'il est nécessaire de les trouver, évidemment, ça aboutit à des proclamations de choses qui sont discutables. Et le grand débat autour des ondes scalaires est issu de ça. C'est-à-dire qu'on prétend que les ondes scalaires sont capables de guérir. Alors évidemment, théoriquement, d'après ce que je vous dis, le concept n'est pas idiot. Oui, il pourrait se trouver que des ondes scalaires puissent guérir. Sauf que, étant donné qu'on ne maîtrise absolument rien de la science des ondes scalaires, on peut se méfier allègrement et faire attention à tout ce qui peut être proposé comme appareillage à ce niveau-là. Donc je mets simplement en garde. Donc c'est important d'être doublement méfiant si on a dans les mains ce genre d'appareil-là, en faisant attention qu'on n'a pas face à l'effet placebo, si ça marche, ce genre de choses. Maintenant, il est possible que la technologie soit en avance sur la science. On a vu ça, c'est même courant. Mais voilà, moi je dis simplement méfiance, c'est pour ça que je n'ai pas voulu en parler. Mais je suis convaincu que la pensée agit via les ondes de torsion. Je n'ai pas développé ça. Mais la pensée agit portée par la vibration de nos émotions, agit via les ondes de torsion. Et donc, et on a vu, et je suis prêt à y croire, on a vu des... Alors là, ce n'est pas de la technologie, mais on a vu, je ne sais pas, dans des laboratoires en Chine, je ne sais pas où, on a vu des équipes qui arrivent à aider une personne à guérir un cancer ou des choses de ce genre-là, simplement en se concentrant en groupe sur la guérison, peut-être en envoyant de l'amour, comme on dit. On l'a vu et j'ai envie d'y croire, d'accord ? Mais bon, je suis un scientifique et je reste sceptique. Voilà. Oui, justement, à ce sujet, visiblement, le but et l'objectif, le meilleur appareil émetteur de temps, donc, serait justement ces praticiens qui se projetteraient psychologiquement parlant vers un futur qui est déjà réalisé. Oui, et vous voulez dire quoi ? La meilleure technologie qui permettrait de changer le temps, c'est notre pensée, en fin de compte, par la projection, oui, bien sûr. Par la projection de ce qui n'est pas là, mais ce qui est déjà réalisé. Bien sûr. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, moi je pense que la technologie, quelle que soit la technologie, c'est toujours un palliatif provisoire qui doit toujours rester aligné avec le progrès de la conscience. Si la conscience ne progresse pas suffisamment, la technologie finit par nous bouffer. Et le destin de l'éveil de la conscience, c'est de finir par ne même plus avoir besoin de technologie parce que la conscience, elle a tous les pouvoirs, en réalité. La conscience, elle a tous les pouvoirs, sauf que pour l'instant, nous sommes à un niveau primitif qui fait qu'on ne sait pas encore faire tout par la pensée. Mais de l'autre côté de l'univers, c'est le cas. Donc un jour, on va rejoindre tout ça dans le futur. Mais bon, il va encore falloir beaucoup évoluer. Oui. Bonsoir. Vous avez parlé des dialogues avec l'ange. Oui. Qui est l'ange ? C'est une conscience non incarnée ? Alors, l'ange, c'est le soi. Enfin, le soi, c'est l'âme. Alors, un peu de terminologie. Mettons les choses clairement. Tout ça ne peut vraiment bien se comprendre. Enfin, les conséquences, je n'ai pas pu en parler, je n'ai pas eu le temps, mais on ne peut pas. Il n'est pas cohérent de concevoir que nous ayons juste une vie, quoi. Bon, c'est juste pas cohérent. Et si on veut trouver de la cohérence par rapport à l'univers cyclique, tout ça, on est obligé de concevoir que nous avons une âme qui a de multiples vies. D'accord ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pas forcément dans notre réalité, ailleurs, on ne sait pas. Bon. Et
Et l'âme et l'esprit fonctionnent ensemble. En fait, la conscience, elle a 4 niveaux. Elle n'en a pas 3, elle en a 4. Elle a la conscience organique, le soma, la psyché, la conscience incarnée, qui peut être aussi désincarnée. Là, on est encore dans la même réalité. Et puis, il y a l'âme de l'autre côté qui, elle, récupère toutes les expériences de la conscience. Et l'esprit qui va avec. L'esprit, il est orienté vers l'intention. L'esprit, c'est la source de l'intention. L'âme, c'est la source de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a le désir de l'âme de s'incarner pour vivre une expérience et il y a le désir de l'esprit de s'incarner pour réaliser quelque chose. C'est pour ça qu'on parle toujours d'apprentissage et de mission, parce que l'apprentissage, c'est le but de l'âme et la mission, c'est celui de l'esprit. Mais tout ça, c'est la même entité, c'est la même conscience, c'est nous-mêmes. On ne peut pas fonctionner sans avoir toutes ces prérogatives en nous-mêmes. Et donc le fameux plus grand que nous-mêmes dont je parle, c'est notre âme et notre esprit. Ce qui, au niveau de notre incarnation, se résume avec le soi. Ce que j'appelle le soi, c'est la convergence de l'âme et de l'esprit en cette vie. Donc quand on parle de la connexion au soi, ou de la connexion à l'ange, parce que moi j'ai tendance à identifier l'ange avec le soi, on parle de ça, de notre âme et de notre esprit. Mais simplement, ce sont différents points de vue. On peut aussi considérer qu'on parle aussi de guide. Mais pourquoi on parle de guide? C'est parce que notre âme, elle a de multiples formes. Elle a acquis une expérience en tant qu'incarnée des multiples fois, et donc elle a mémorisé une multiplicité d'expériences, et ces expériences continuent d'exister en tant que manifestation possible d'elle-même. Et là, du coup, on a l'impression d'avoir affaire à des guides, alors qu'on a affaire à notre âme. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des guides qui ne seraient pas notre âme. Mais disons que si on veut voir les choses au plus simple, vu qu'on ne peut pas supprimer les multiples vies, que le fonctionnement de l'âme et de l'esprit, il est indissociable, qu'on est tous équipés d'une âme et d'un esprit, que nous avons de multiples vies. Donc le soi, c'est à la fois l'âme et l'esprit pour ce qui concerne notre vie. Les choses deviennent claires. Voilà. On arrive à clarifier, en lien avec la physique, toutes ces questions spirituelles, avec cette terminologie. Merci. Ça, je ne sais pas si j'ai été clair. Merci. Je peux me permettre juste une toute petite question sur, je me demandais, vous, à titre personnel, est-ce que vous, en suivant justement cette voie de l'ange, oui, est-ce qu'il vous arrivait de ressentir des choses qui vous paraissent, qui vous ont surprise, voire que tout votre bagage scientifique ne vous permette pas de l'expliquer? Il y a plein de choses qui m'ont surprise dans ma vie, bien sûr. Des choses que je n'ai pas compris tout de suite, des choses que je n'ai peut-être pas encore compris. Les synchronicités en font partie. Mais je n'ai pas bien compris votre question. Mais est-ce que ça, en suivre la voie de l'amour que vous dites, oui, est-ce que ça a pu vous amener à oui, voir des choses comme de l'ordre du miracle, quoi, voyez, de l'inexplicable? Non, mais oui, mais de l'inexplicable qui devient explicable. D'accord? C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir une expérience de vie durant laquelle j'arrivais à faire des choses qui pouvaient paraître impossibles sans savoir pourquoi ça n'était pas magique. Après, j'ai compris pourquoi ça n'était pas magique. Donc, du coup, je l'ai appliqué. J'ai continué à faire des prouesses. Donc, ça a été mes livres. Mais surtout, après, parce qu'on a toujours à se débarrasser des scories, même quand on a compris un tas de trucs. Et donc, on est toujours pris prisonnier, bien que j'ai été très très libre, mais on est toujours quand même, il y a toujours un peu des contraintes, et de temps en temps, on a envie de faire des petites, on a envie de tricher un petit peu. Et ben, je peux vous assurer que dès qu'on triche, on le paye l'année d'après, sous forme soit on le paye. Moi, je l'ai payé sous forme de sciatique. Je le paye encore sous différentes formes, quoi. Dès qu'on n'est pas complètement aligné, clair, dès qu'on n'est pas complètement intègre, authentique, on le paye. Ça, c'est mon expérience.
Très franchement, là, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est ça. C'est l'alignement, l'intégrité, l'authenticité. C'est ça qui vous garantit le meilleur futur que vous puissiez avoir. Et ça vient du fait que c'est normal, puisque en fait, ce n'est pas vous qui dirigez votre vie. Enfin, c'est pas vous. Vous n'êtes pas votre personnalité. Il y a une intention à l'origine de votre vie, et si vous vous alignez avec cette intention, vous allez recevoir tous les bénéfices. Si vous ne alignez pas avec cette intention, là, vous allez avoir des problèmes. Voilà, mais le libre arbitre fait qu'on n'est pas obligé de s'aligner. Oui, on en prend encore une ou deux, je pense. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question. C'est pas très clair, mais en fait, ce qui me vient dans votre conférence, c'est les billards, le choc, l'information qui est définie, et quand il y a le choc, l'information qui est illimitée. Si j'ai bien compris, peut-être que je me trompe totalement. Oui. Faut que je réexplique ça. Non, c'est juste, du coup, le parallèle entre le champ informationnel et nous, la conscience. Est-ce qu'on a besoin du choc, en fait, pour avoir une information qui est limitée, donc Oui. définie? Et est-ce que le choc, qui remet dans ces boules, hein, par rapport à ce que j'ai pu comprendre, ça met une information beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande? Et donc, est-ce que nous, en tant que conscience, on a besoin, ou être humain, besoin de choc? Oui, Parce mais qu'on là, a accès à information limitée pour avoir plus grand, en fait. Hein, voilà, c'était un peu... Bon là, vous donnez un autre sens au mot, hein, comme... c'est peut-être parce que je n'ai pas bien compris, c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Oui, lorsque je parlais de choc entre boules, c'était pour expliquer qu'il y avait des cas particuliers, des singularités, ou des cas limites, où il y a un choc et en même temps il n'y a pas de choc. C'est quantique. C'est valable au niveau macroscopique. Et donc il y a, dans le futur, une double manifestation. C'est-à-dire les deux situations, et en général c'est une infinité, sont présentes, et donc on conserve la liberté de diriger les conditions finales. Et on va le faire de manière vibratoire. C'est-à-dire que la réalité n'est plus manifestée par la mécanique, mais la réalité est manifestée par la vibration. C'est la grande leçon, c'est le grand message que j'essaye de faire passer. C'est-à-dire que, et j'ai longtemps hésité parce que le mot vibration, il a tellement été connoté, récupéré par le New Age, etc., que je sais que je prends des risques à parler de ça. Mais en même temps, c'est vrai. C'est ce qu'on vibre, qui crée notre réalité à long terme. Voilà, c'est de ça qu'il faut retenir. Et lorsque je parlais de choc, c'est uniquement pour amener le raisonnement rationnel qui permet de comprendre ça. Voilà. Merci. Une question là-bas. Oui. Oui, bonsoir. Ma question, oui, puis au fond. Ma question concerne la synchronicité et la manifestation du réel. Comment peut-on comprendre la synchronicité pour créer une réalité qui ne soit pas le fruit de notre subconscient? Je sais pas si je... Vous parlez des coïncidences? Oui. Le lien entre la synchronicité et la manifestation du réel, c'est... S'il n'y a pas, dans le phénomène de synchronicité une information qui concerne notre subconscient, il n'y a pas de synchronicité. Si nous ne sommes pas concernés inconsciemment, ben on en prend conscience au moment de la synchronicité. Mais c'est notre subconscient qui est en jeu dans l'affaire. D'accord. Donc il faut avoir une connaissance de notre subconscient pour comprendre la... Non, pas forcément. Non. Lors de la synchronicité, il se manifeste quelque chose qui réveille réveille une information qui est dans notre subconscient et qui du coup nous sert de guide. Elle vient nous dire qu'il y a quelque chose dans notre subconscient
est en train de nous parler en se manifestant dans la réalité. Ça peut même être lors de synchronicités négatives. Il peut y avoir des synchronicités négatives, des synchronicités positives qui viennent nous faire émerger quelque chose qui vient de notre subconscient et qui peut être un blocage dans le cas de synchronicité négative ou une solution dans le cas de synchronicité positive. Ça va ? D'accord. Okay. Oui. Une solution, c'est-à-dire une prise de conscience. Oui. Après, c'est une prise de conscience, un changement de ligne temporelle. La personne qui vient de débloquer son mental, ah mais oui, c'est parce que j'avais... La synchronicité permet de débloquer le mental et de sortir d'un système de croyance. Jung donne le cas de sa patiente, le premier cas, le fameux cas du scarabée d'or. La patiente raconte son rêve dans lequel elle a vu un scarabée d'or. Jung ramasse un scarabée d'or à ce moment-là qui vient taper sur la fenêtre de son cabinet. Il le montre à la patiente et la patiente subit un choc. C'est peut-être là qu'il y a le mot choc. Oui. Et ça lui fait prendre conscience que son mental était trop dans la rationalisation et du coup, elle emprunte un chemin vers la guérison en lâchant le mental. D'accord. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette synchronicité? Tout dépend de la situation qu'on est en train de vivre à l'instant T. Je viens de vous le dire. Ce qu'on en fait de cette synchronicité, c'est qu'elle vient débloquer. D'accord. Elle vient apporter une information sur la suite de notre parcours. C'est-à-dire qu'on va se comporter différemment. On va changer de ligne temporelle. On va suivre une autre voie. Ok. Merci. Il y a une question là-bas depuis un moment. Peut-être tout haut. Il y a pas mal de réclamations quand je passe dans les rangs. Je l'amène là-bas ? Oui, parce que ça fait un moment que je la vois réclamer. Merci. Oui, bonsoir. Ma question, elle est sur l'inconscient collectif dont vous avez parlé tout à l'heure. J'ai l'impression que l'inconscient collectif dont vous parliez me faisait plus penser à des formes d'égrégore, donc à une forme d'inconscient collectif, je dirais, négatif. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il existe un inconscient collectif qui nous emmène vers un futur collectif via peut-être des synchronicités qui fait que on rencontre... il y a comme des liens qui se tissent de façon... presque magique, et qui crée donc un inconscient collectif, mais qui soit porteur d'un futur positif. Oui. C'est le grand virage, c'est ce que j'explique dans le grand virage de l'humanité. Le virus, c'est ce qui nous a apporté. Moi, je donne une interprétation positive à l'émergence du virus. Oui, tout à fait, moi aussi. Voilà. Elle est là, la synchronicité collective. Oui, donc il y a bien un inconscient collectif qui peut... tout n'est pas négatif dans un inconscient collectif. Tout à l'heure, vous avez présenté ça de façon... parce que les égrégores peuvent aussi être tout à fait positifs. Il n'y a pas de raison qu'ils soient tout le temps négatifs. Oui, mais je dirais qu'un égrégore, c'est peut-être plus lié à un mental. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Quand vous parliez des footballeurs, vous voyez. Oui, mais le mental, il ne faut pas non plus dire que le mental, il est négatif. Non, mais je suis d'accord. Mais c'était juste ma question, c'était juste d'avoir votre avis sur la possibilité d'un inconscient collectif qui emmène vers un futur positif. Voilà. Mais bien sûr, la science, c'est un inconscient collectif mental positif, normalement, en temps normal. Quand on ne reste pas trop longtemps coincé dans un paradigme, c'est l'esprit scientifique, c'est quelque chose de positif. D'ailleurs, vous venez écouter un scientifique. J'aurais pas autant de succès si j'étais pas scientifique. Donc c'est que vous donnez du positif à la science. Bon, vous avez compris que la science, elle était coincée. Donc vous voyez qu'un scientifique décoincé parler, donc tout de suite, vous allez l'écouter. Bon, ok. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Je voulais juste vous poser une dernière question sur le but de la conscience.
Le but de la conscience, c'est d'arriver à meubler l'éternité en s'éclatant sans s'ennuyer. Parce que c'est pas évident quand même. Hein. Mais enfin bon. Bon, non, mais le but de la conscience, si vous voulez, c'est évidemment... à force d'acquérir de l'expérience de la réalité, on finit par s'élever, on finit par s'élever, on finit par s'élever. Certains diraient on finit par devenir Dieu. Et du coup, enfin, Dieu, la plus grande conscience, la conscience la plus évoluée de l'univers, celle qui est capable d'embrasser toute notre réalité et de voir mieux que tout autre le sens de toute chose. Et dans son infinie joie et bonté, elle ne souhaite qu'une seule chose, c'est que chaque âme arrive aussi à avoir le même destin qu'elle. Simplement, ça va prendre du temps. Et donc, elle influe, elle fait descendre son énergie dans la matière parce que elle s'éclate comme ça en essayant de faire progresser la matière de manière à... Et donc ça, c'est via l'incarnation de la conscience dans différentes formes d'expérience. Et donc la matière est perpétuellement anoblie, etc. Et même lorsqu'il y a du mal, le mal, c'est pour défaire un bien qui est mal barré. Le mal est un bien en formation. Il ne faut pas le voir négativement. Lorsqu'on se positionne de l'autre côté, on sait très bien que le mal, c'est quelque chose de nécessaire. Hein. Il n'y a pas trop de soucis. C'est pour ça qu'il faut relativiser tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, le mal n'a jamais été autant au service du bien dans notre société. Donc tout ce qui a lieu à l'heure actuelle, les menaces de guerre, le virus, toutes les conneries qu'on entend dans les médias, etc., c'est au service du bien. C'est au service du réveil de l'humanité. Voilà, je vais terminer là-dessus.